Bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie d'avoir associé l'IGGN à ce colloque, même si je regrette d'avoir été empêché d'être avec vous à Nice. Nous avons pu aborder ce matin l'exercice contesté de l'autorité et en clôture de ce deuxième axe consacré à la nécessaire consolidation de l'autorité, la réflexion sur la confiance et l'autorité me paraît essentielle. J'aurai donc plaisir, après le professeur Onodier, d'analyser ce lien entre confiance et autorité à travers trois prismes. L'autorité au sein de la gendarmerie, avec le rôle de l'encadrement et le gendarme comme figure d'autorité à l'égard de la population. L'émergence du Beauvau de la sécurité est résultat d'une crise de confiance dans cette figure d'autorité en deuxième lieu. Et enfin, la transformation de l'IGGN qui en découle pour conforter la confiance que portent nos concitoyens dans leurs gendarmes. Première étape donc, l'autorité au sein de la gendarmerie. Avec d'abord l'autorité au sein de cette gendarmerie, avec le rôle de l'encadrement. L'autorité en interne, c'est avant tout le rôle du chef et de l'encadrement à l'égard de ses subordonnés. Un chef qui, incarne l'autorité, en retour la confiance de ses personnels. Être un chef, c'est un savoir-faire, mais aussi un savoir-être, parce que pour être respecté, il faut être respectable, et il faut admettre que tout le monde ne peut pas être chef. L'encadrement en gendarmerie a 4 rôles à mes yeux. Le rôle opérationnel, évidemment, pour le commandement et la prise de décision, celui qui signe, c'est celui qui décide et celui qui assume les responsabilités, les décisions. C'est le rôle également que l'on retrouve dans le chef qui est animé par sa fonction de chef et de contrôle de la bonne exécution et donc de contrer les cas non conformes. Le deuxième, c'est le rôle d'administration. L'administration sur ses ressources humaines et sur son budget. La déconcentration du pouvoir au niveau des chefs est fondamentale car plus le chef se voit allouer les moyens d'exercer ses fonctions, plus il est en responsabilité dans sa fonction de chef. Troisième point, le rôle de formation. L'autorité vient du latin autocritas, augmenter, faire grandir, élever. C'est également le rôle du chef à l'égard de ses subordonnés. En réalité, nul besoin d'être en haut de la hiérarchie pour être un chef. Si tout le monde ne peut devenir chef, à deux, il y a toujours un chef en gendarmerie. Et on n'a pas besoin d'être un grand gradé. Nous le verrons lorsque j'évoquerai la transformation de l'IGGN. Nous opérons actuellement un changement de paradigme dans la philosophie de notre action en dépassant la seule mission de contrôle et en complétant notre périmètre par l'action de prévention et d'accompagnement pour en finir aussi avec l'image des simples bœufs carottes. Parce que réprimer uniquement, ça ne suffit pas, comme le disait Christian Vigourou, référent déontologue du ministère de l'Intérieur, la discipline, c'est l'échec de la déontologie. Le rôle de régulation sociale et d'exemplarité collective. Ce rôle découle des deux précédentes items. Comme je le disais, un chef qui incarne l'autorité et en retour la confiance de ses personnels, par l'exemplarité qu'il inspire. Pour être exemplaire, il faut montrer l'exemple, en responsabilisant individuellement chacun de nos gendarmes et les incitant chacun à être exemplaire à leur tour, on favorise finalement un mouvement vers l'exemplarité collective de cette force pour garantir un risque de manquement limité. C'est aussi là que retrouve la spécificité de la gendarmerie, force militaire au cœur des territoires, mue par une fraternité d'armes. Le chef peut aussi exercer un rôle de régulateur s'agissant de la vie en caserne et de cohésion particulière parmi les familles. Le chef, comme figure d'autorité, à l'extérieur, à l'égard de la population à présent. La gendarmerie porte dans ses gènes le fait d'être historiquement ancrée au cœur des territoires, au contact de la population. L'engagement opérationnel des gendarmes se fonde d'ailleurs sur des valeurs pérennes qui traversent les périodes et les crises, quel que soit le lieu d'ailleurs, en métropole, en outre-mer et à l'international aussi. La feuille de route du directeur général de la gendarmerie, Jean 2024, trouve sa force et sa traduction par les deux slogans qui sont « Pour la population, par le gendarme » et bien sûr, #répondre présent. Je ne parle pas ici de la part de Jean 2024 consacré aux élus, même si répondre présent, c'est également à leur égard, c'est à leur direction. Cette confiance se gagne par le contact avec les élus, notamment par l'expérimentation du dispositif
de consultation et d'amélioration du service. En tant que chef de l'IGGN, ce qui me concerne le plus particulièrement, ce sont les éléments de cette stratégie, notamment au regard de la gendarmerie par son rapport avec la population, nos concitoyens, les premiers usagers finalement de la gendarmerie. Pour cela, nous avons mené des expérimentations à la mesure de la satisfaction du public. Mettre en place une borne d'usagers avec un QR code pour tester le taux de satisfaction, mais aussi la mise en place de nouveaux services numériques, magendarmerie, bien sûr.fr. Les expérimentations portent une attention toute particulière et un accompagnement tout particulier sur les publics sensibles. Hashtag répondre présent pour les victimes et les personnes vulnérables, la montée en puissance des missions de protection des familles, répondre présent pour les jeunes, les cadets de la gendarmerie, bien sûr, j'y pense, les stages aussi, puisqu'il y a 10 000 places de stages qui sont proposées par le ministère de l'Intérieur. Et le président de la République, dans son discours de Roubaix, a évoqué de porter la réserve opérationnelle gendarmerie de 30 000 à 50 000 effectifs, et c'est un biais supplémentaire d'ouverture aux jeunes. De manière générale, c'est également diminuer le temps dans les bureaux, le projet Ubiquity. Le gendarme va vers les personnes qui prennent rendez-vous avec lui. L'image du gendarme, comme nous le rappellent les sondages, reste très bonne, car il incarne l'ordre, donc l'autorité, mais au verso, il s'inscrit aussi dans une démarche de proximité. Proximité car partageant le même espace, les mêmes écoles, il partage les joies et les douleurs du territoire, comme cela a pu se vivre récemment dans votre département, le 06, lors des terribles inondations qui ont touché la vallée de la Vésubie. Pour être au rendez-vous, la gendarmerie a bien compris qu'il fallait faire du sur-mesure, ne pas appliquer une politique validée en centrale et déconnectée des spécificités du territoire. La confiance se gagne par la prise en compte des problèmes réels et la capacité à les traiter avec d'autres partenaires, bien sûr. Pour clôturer cette première approche, il me semble évident d'évoquer à nouveau les réserves de la gendarmerie, la réserve opérationnelle et la réserve citoyenne. Les crises successives ont mis en exergue la prégnance de ce concept que porte la gendarmerie et qu'elle fait vivre depuis des décennies. Je pense que nos concitoyens sont allants pour eux aussi répondre présent et aider, prendre leur part dans la gestion de crise. J'ai été marqué à l'école de Châteaulin par ma rencontre avec une candidate réserviste, mère de 3 enfants, qui s'est engagée après les attentats, car il lui semblait nécessaire d'agir. Son choix, pour être utile, s'est porté sur la gendarmerie, qu'elle trouvait que c'était utile de servir au sein de cette arme, en qui elle avait une grande confiance dans cette maison bleue, comme elle disait. Comme disait Christian Rodriguez, notre DG, on ne protège pas les citoyens sans eux, encore moins contre eux, on les protège avec eux. Deuxième approche, l'émergence du Beauvau de la sécurité et les résultats. Ce colloque sur l'autorité et la sécurité vient presque en clôture d'une année marquée par cette grande réflexion sur le Beauvau de la sécurité. Nul besoin de vous rappeler quand même les circonstances qui ont conduit à l'organisation de cette grande consultation nationale, inédite d'ailleurs, et notamment la table ronde qui a porté sur cette réflexion sur le contrôle. Et bien sûr, je pense à l'affaire Zecler, sans la citer, qui a été à l'origine de cette réflexion. Le trait d'union lors des échanges, tout au long de cette réflexion de 7 mois, a porté sur les relations de confiance entre la population et les forces de sécurité intérieure. Dans ce cadre, le ministre a bien identifié 3 difficultés. La première, c'est la nécessité de se moderniser en permanence pour répondre aux attentes de nos concitoyens. La deuxième, c'est la communication, pour mieux faire connaître l'action et les contraintes des forces de sécurité intérieure et valoriser les interventions réussies, qui sont la grande majorité évidemment, car nous évoluons dans une société de l'image. Enfin, la posture d'urgentiste des policiers et des gendarmes, que l'on appelle quand ça va mal, lorsqu'il y a des tensions sociales, loin des situations de relations apaisées avec la population. Les différentes prises de parole ont bien montré que ce lien entre cette confiance entre les citoyens et les forces de sécurité passe surtout par des actes concrets, au premier rang desquels la présence accrue des forces de l'ordre sur la voie publique. La rencontre entre le policier et le gendarme et la population ne doit pas se réduire
aux zones de confrontation, aux périodes de crise, mais bien être inscrit dans le quotidien, dans une norme. Le gendarme fait partie du paysage. L'adaptation, l'ajustement des modes d'action est ainsi un sujet d'ores et déjà pris en compte et le développement d'Ubiquity que j'ai déjà évoqué est une première réponse. Enfin, le fait de répondre présent pour faire face à un danger, mais aussi comme récemment lors de la crise sanitaire, par une posture d'assistance et d'humanité, est un élément déterminant d'une confiance réelle entre le gendarme et la population. En ouverture de la table ronde sur le contrôle interne, je rappelais l'importance du contrôle direct, de cette hiérarchie de proximité qui doit réagir pour ne jamais laisser passer de manquements. La confiance passe par la conscience de l'existence d'une responsabilité assumée pleinement par le chef. Comme le rappelait le cardinal de Retz, lorsque ceux qui commandent ont perdu la honte, ceux qui obéissent perdent le respect. De là, nous retrouvons l'exigence d'exemplarité, de respect des principes qui régissent les relations avec la population, le respect de l'image d'une institution au service des autres. J'ai bien noté à cet égard l'analyse produite par les chercheurs Jacques de Maillard et Sébastien Rocher en mars dernier. S'ils rappellent concomitamment d'ailleurs au Beauvau de la sécurité les conditions de la crise d'autorité qui a été précédemment étudiée, ils évoquent surtout les critères de la juste autorité. La juste autorité découle de l'idée de la bataille de la légitimité, que la légitimité se gagnera si la population juge que les forces de sécurité méritent le traitement juste qu'elles ont. Comment parvenir à cela? Premièrement, par un emploi de la force dans le triste respect du principe de l'égalité. Deuxièmement, par un exercice mesuré de cette autorité, à répondre aux agressions par un principe de proportionnalité et de juste nécessité. Enfin, par un exercice contenu du rôle de régulateur social et de traitement égalitaire des populations. En gagnant cette légitimité, les forces de sécurité intérieure se garantissent aussi les relations pacifiées avec la population pour finalement une meilleure efficacité du service public. C'est tout l'enjeu en fait du Beauvau de la sécurité et de l'évolution de l'IGGN à laquelle nous travaillons actuellement et que je vais vous présenter. Dans ce troisième point, donc, cette transformation de l'IGGN qui découle de tout ce qu'on vient de voir et de dire. Je suis bien placé aujourd'hui afin de savoir que toute activité humaine emporte un risque d'erreur, voire de faute. Dans ce cas, la population est de plus en plus vigilante pour savoir si le policier ou le gendarme est sanctionné pour les fautes commises. Dans l'ordre des choses, l'IGGN doit y veiller. C'est cette mission que je qualifie de prioritaire à mes yeux. Ce que le Beauvau de la sécurité a changé pour les inspections, c'est l'exigence accrue dans la qualité des informations diffusées au grand public, le maître mot étant désormais la transparence qui irrigue la déontologie des forces de sécurité, mais également la vie publique au sens large. Bien sûr, en qualité de chef de l'IGGN, je me pose régulièrement la question de l'évaluation de notre action collective avec pour guide ce lien de confiance entre la population et le gendarme. Mon poste d'observation privilégié m'incite à vous témoigner mon optimisme et ma vision positive de cette maison, de notre maison. Ma vision positive car, au regard des 2 millions d'interventions annuelles de la gendarmerie, je parle de 2020, une toutes les 15 secondes, le nombre de signalements externes, les réclamations des particuliers adressées à l'IGGN restent faibles, 1783 en 2020. Et pour 10% seulement, on a une caractérisation de manquements déontologiques qui sont sanctionnés. Sanctionnés, c'est 2277 sanctions l'an dernier qui ont été infligées en gendarmerie pour un total de 134 000 personnels, car je comprends les réservistes. En 2020 aussi, on n'a que 15% des saisines en matière de déontologie des forces de sécurité qui atterrissent chez le défenseur des droits. La gendarmerie, d'ailleurs, est en régression avec un point, on était à 15% en 2019. On était à 16% en 2019. L'usage des armes, à mes yeux aussi, troisième point, est maîtrisé, avec notamment l'usage des armes au MMO, des armes non létales comme le LBD, le lanceur de balles de défense. Et je vois que les gendarmes mobiles notamment gardent leur sang-froid. Je l'observe aujourd'hui, comme vous, je pense, en Martinique et en Guadeloupe.
L'IGGN doit prendre toute sa place pour garantir un haut niveau de déontologie. Toute sortie de route, tout manquement à l'éthique et à la déontologie se solde par une mise en cause qui rejaillit sur toute l'institution. Il me paraît important de vous dire à présent quelles sont les actions que nous conduisons l'IGGN pour contribuer au maintien de cette confiance. En effet, l'IGGN est en pleine transformation. Elle se transforme pour mieux cultiver les valeurs de la gendarmerie qui dispose, croyez-le bien, et vous le savez, de fondations extrêmement solides. Si nous avions identifié la trace à suivre, indéniablement, le Beauvau de la sécurité a été un accélérateur. La transformation, c'est inscrire l'IGGN dans une posture plus transparente. La transparence est en effet une exigence à laquelle aucun corps de contrôle ne saurait aujourd'hui déroger. L'IGGN doit également devenir plus ouverte. Nous accueillons, et nous allons continuer de le faire, les autorités administratives indépendantes, les chercheurs, les élus, les journalistes, et nous préparons là, dans les jours à venir, une immersion pour plusieurs personnels du Défenseur des droits. Je suis par ailleurs très favorable aux échanges croisés de personnel. Au titre de cette ouverture, de ce partage d'expériences et de refus de l'entre-soi. La transformation passe aussi par la continuité du rôle d'audit et d'enquête de l'IGGN, car l'accompagnement et l'aide aux unités pour couvrir le cœur de notre action vers la prévention et plus uniquement la répression et le contrôle. Nous allons également mettre à disposition dans notre réseau de correspondants déontologues, les 50 correspondants déontologues, qui sont répartis sur l'ensemble du territoire, un kit pédagogique qui a pour but de faire vivre cette culture de la déontologie et de la diffuser jusqu'au plus bas niveau dans les unités. La transformation sur unité, c'est agir pour préserver et faire fructifier la confiance de nos concitoyens dans leurs gendarmes. Au fond, je vous le disais, c'est la question de notre légitimité d'action qui est en jeu. Cela passe par les orientations que je porte depuis l'automne 2020. Concrètement, de quoi s'agit-il ? Il nous faut produire des rapports annuels plus exhaustifs, plus détaillés, s'agissant de la déontologie, des manquements constatés et aussi du suivi des préconisations que nous formulons. Il s'agit encore de communiquer le type et le nombre de sanctions disciplinaires sur le fondement du code de déontologie commun à la police et à la gendarmerie nationale. Diffuser aussi la liste des particuliers tués ou blessés suite à l'action des gendarmes, comme nous l'avons fait pour la première fois dans le rapport annuel cette année. Enfin, il s'agit de produire des infographies, parce que les infographies permettent de faciliter la compréhension du traitement des dossiers et leur lisibilité. Enfin, je le disais, c'est ouvrir l'IGGN à des profils nouveaux pour bénéficier de regards extérieurs, comme par exemple un poste d'adjoint qui pourrait être dévolu à un magistrat de l'ordre judiciaire. Nous avons effectué au printemps une étude sur les dysfonctionnements en travaillant sur les 4 dernières années. Aujourd'hui, nous disposons d'une cartographie du risque déontologique et ce document est un socle partagé. Nous élaborons à présent, après les 2 premières étapes, un plan d'action. Un plan d'action qui ne sera pas le plan d'action de l'IGGN ou du référent déontologue national que je suis, mais bien un plan d'action partagé avec l'ensemble des personnels de la gendarmerie. En conclusion, nulle confiance en absence de transparence. Je suis conscient de l'exigence d'une démarche qualité en matière de transparence qui doit être réelle, qui doit être profondément sincère. Il en va de notre crédibilité et donc, vous l'avez compris, de notre légitimité. Je vous remercie et bonne fin de séminaire et de colloque. Au revoir.